C'est les micros qui sont sourds avec tonton maintenant. Incroyable. Qui a des sorties là? Voilà le bébé. Bravo. Non, laisse-moi ça. Tout prévu. Voilà, tout pleurait. Et ça que j'entends presque pas ce qu'il a dit, moi. Quoi? J'ai presque pratiquement pas entendu ce qu'il a dit. Il a rien dit. 30 ans qu'on pratique ce genre d'humour, mais ça marche toujours. Hein, hein Dominique? Tu crois qu'il marche pas bien celui-là alors? Ah. Ça marche pas. Je vais demander à ceux du fond s'ils me comprennent. Oui. Ah bon? J'ai peur d'être un peu long. Non. Ah non. Parce que j'ai fait des papiers pour me rappeler ce que j'avais à dire. Faut jamais s'embarquer sans biscuit. Alors, je vais répondre à un certain nombre de questions. Je vois par exemple une jeune dame au premier rang qui a essayé déjà de me poser des questions, et il y en a beaucoup. Première question, quelle est la genèse de votre livre? Quelles étaient vos motivations? Alors, contre toute attente, je vous dirai que mon livre a commencé à Verdun en 1916. Pour la raison suivante. Il y avait là-bas un nommé Roland Hérault, né en 96, il a 20 ans. Il doit rejoindre le 24e régiment de chasseurs, mais il est pris dans un bombardement de grosses marmites. Le sol est boulanger et il est enterré vivant. On ne sait combien de temps. Encore un gros obus et le voilà déterré. Il est ramassé par une autre unité. Il est dans le coma. Et on s'aperçoit qu'en plus, il a été gazé et qu'il est empoisonné par les gaz de combat. Il reviendra après un repos bizarrement placé. Il a été dans la maison de Jeanne d'Arc à Don Rémy, où il mangeait des framboises. Le pauvre gars est toujours resté malade. Ma mère l'a soigné pendant 15 ans. Et il est mort le 23 juillet 1936. J'avais 13 ans. Un bonhomme de 13 ans, fils unique, avec une veuve toute seule. Pas de radio, pas d'eau, pas d'électricité. 3 tables pour recevoir quelques clients de bistrot. Que faire le dimanche après le cimetière? Réponse: allez voir les plantes. Ah, les tisanes. Heureusement, il y a 2 mémés. Il y en a une qui mourra en 1939, une autre qui mourra un peu plus tard. Mais elles aussi, elles aimaient les plantes. À la même époque, je suis à Chantonnay, au collège. Le même collège que Vévé, là, qui est là, avec Joël, qui sont venus me voir. Et voilà, les fidèles.
au collège, j'ai la veine de rencontrer le meilleur des profs de sciences nat qui, lui, n'a jamais rien trouvé de négatif et qui m'a toujours félicité. S'il y a des enseignants dans la salle, je vais leur dire, ne soyez jamais négatif avec un gosse. Félicitez-le. Cherchez l'original. C'est ce qui est arrivé avec moi. Un jour, je suis allé chercher de la grenouillette dans une mare. Vous savez, ces renoncules blanches. Il était content, le gars, le prof. Il m'a félicité. Parce qu'on avait déjà un herbier. Oh, on avait le bouquin de Bonnier, c'était pas grand-chose. Il était tellement original, le gars qui nous dit un jour, en plein mois de janvier, la prochaine fois vous nous ramènerez des champignons. On a tous rigolé comme des baleines, et ben c'est lui qui avait raison. Car après avoir trop ri, on a trouvé des petits orangers qui étaient cachés dans la mousse de la neige. Voilà un gars qui savait nous prendre. J'avais déjà commencé un herbier et j'avais en douce un herbier de feuilles. Parce qu'il n'y a pas que les fleurs dans la vie, il y a les feuilles, il y a de jolies feuilles aussi. Des beaux contours de feuilles. Puis en 1939, me voilà à l'école normale de La Roche. Je suis reçu le dernier, 16e sur 16. Je suis probablement l'andouille. Eh ben non, c'est que je suis le plus jeune. C'est probablement pour ça. Et là, les gens environs de La Roche commencent à être un petit peu connus des botanistes. Ça commence. En 41, je fais connaissance avec les polders parce qu'on m'a requis pour relever les digues de bois, les brochets, les mattes, le collecte. On est dans la bouillasse ou dans les polders avec les luzernes. Mais on commence déjà à faire un petit peu de botanique du littoral. En 42, me voilà en stage d'agriculture à l'école de Pétré, commune de Saint-Gemme-la-Plaine. Et là, tout à coup de théâtre. Un monsieur se présente. C'est monsieur Touroud, inspecteur primaire à Luçon. Et que veut-il? Il veut demander au directeur, avez-vous des élèves qui s'intéressent à la botanique? Bouf! Je lève le doigt. Il y en a un autre aussi parce qu'il y a deux promotions. Une promotion des Deux-Sèvres et puis une promotion de Vendée. Voilà deux gars partis avec monsieur Touroud, inspecteur primaire. Nous voilà partis en inspection du coin. Les bois de Barbe-Torte, les bois de Besset, le Marais. Et ce Touroud, c'est un naturaliste complet. Il connaît tout, il connaît les fossiles, il connaît les insectes. Et nous voilà naturalistes de l'école d'agriculture de Pétré. En 1944, je change de milieu, me voilà parti requis aux carrières de Cheffois. C'est là que je vais connaître ma chère et tendre épouse qui vous joue de l'accordéon à 96 ans. À Cheffois, il fait la connaissance d'une nouvelle flore. C'est la flore des quartzites. N'est-ce pas, monsieur le géologue? Et les craies bretons, avec la Silène bastardie, tout un tas, comme un mouilleron, des tas de plantes nouvelles. Je suis heureux. En 1946, c'est l'île Dieu. Et bizarrement, nous sommes en train d'adhérer au campeur universitaire, le GCU.
En voilà un bon truc pour faire de la botanique, c'est de faire du camping. Et là, à l'île-Dieu, figurez-vous que nous avons une tente pour 4 personnes. Ces 4 personnes, il y a 3 filles et puis moi. 3 filles, dont une qui sera mon épouse. Ben content. En 47, l'année d'après, c'est le mariage. À Mervan. Alors à Mervan, j'ai pas fini d'en parler, mais il y a Vouvant, il y a Bourneau, pas loin du mariage, marié avec le père Zaï Normand, ton grand-père. Je parle Yves là, parce que ma famille est là, figurez-vous. Très bien. En 54, on va voir les communaux. Curzon, Les Roux, Saint-Benoît. On commence à faire connaissance avec le brick de Vendée, les argiles bleues. En 57, je fais connaissance de Contré Émile, qui a été un des plus grands botanistes du coin, qui a laissé 12 armoires d'échantillons. On ne sait pas quoi en faire. Ça, c'est le problème de tous les... Ça marchera, oui. C'est le problème de toutes les collections. À force d'être riche, n'est-ce pas? Vous êtes tous riches. Les collections augmentent et les associations n'arrivent plus à loger les collections. Moi, la mienne, j'y pense plus. Hein. Fini. J'ai tout résumé dans un bouquin. Dans les années 60-65, je ramasse des nouvelles localités de plantes qui n'étaient pas signalées dans le bouquin de Lloyd, parce qu'on m'avait offert d'acheter d'occasion 2 flores magnifiques qui parlaient du coin, enfin non, une surtout, la flore de James Lloyd de 1876, pas illustrée du tout, mais avec des localités. Et je commençais à ramasser des localités que j'envoyais à la fac de Rennes avec le professeur Henri Desabilles. Et en 71, Henri Desabilles fait paraître sa flore avec une trentaine de plantes de mon coin. En 73, je quitte Montsirègne, où j'étais instituteur. Nous quittons Montsirègne. Et je m'installe à Longeville pour 5 ans. Alors là, je fais connaissance avec la flore du coin, le littoral. Parce que jusque-là, j'étais un bocal, un sale bocal. Vous savez bien, les bocals qui sont pour copains avec les maraîchins, il paraît. Il paraît que les maraîchins nous appellent des damnions, des gens damnés. Pensez donc, ils ont fait partie de l'armée royale et catholique de la rage Jacquelin, dans le bocage. Alors, l'armée du Marais, c'était autre chose, c'était charrette. Alors, il y a des petites rivalités comme ça. Mais le bocage, lui, faisait de la botanique quand même, tant pis. En 76, on retourne à Mervan pour la Société botanique du Centre-Ouest, car il faut vous dire que M. Touroute, qui était venu à Pétray, était devenu mon parrain à la Société botanique du Centre-Ouest, qui était issu de la Société botanique des Deux-Sèvres. Mais ça, c'est des détails. Vous n'êtes pas trop fatigué là? Non. ça va. Alors je continue. Oui. En 80, on m'a fait retourner dans ma commune où j'étais instituteur, à Montsirègne. Et là, il faut voir la flore des porphyrites ou des métabasaltes, il paraît. C'est comme ça maintenant? Les métabasaltes bleus, les pierres d'empierrement, avec une flore spéciale aussi. En 87, on retourne encore à Mervan. Oh, c'est une réserve formidable. En 91, c'est l'étude des bourbes, à côté de d'Olonne, les Sables d'Olonne,
avec un compte rendu à rédiger. Et ça, j'aime pas beaucoup rédiger les comptes rendus. En 92, nouveau coup de théâtre. Ma société, Botanique du Centre-Ouest, qui n'a pas le temps, paraît-il, me demande d'organiser la session extraordinaire des naturalistes belges de la région de Charleroi. Alors j'accepte. On est toujours content d'être un petit peu flatté quand même. Alors là, il y a 3 personnes qui viennent, 92, 3 naturalistes belges, qui avec moi, ou plutôt avec leur voiture et un petit peu la mienne, on fait pendant 8 jours, on balaye toute la Vendée, comme on peut, les hauteurs, les marais, les calcaires, etc. Ils sont très contents. Ils vont à l'île Dieu avec moi. Ils font le tour de l'île Dieu à vélo. Et ils savent que l'année d'après, ils vont amener toute la session entière des les naturalistes belges. Ils comptent sur 28 personnes environ. Mais en 93, quand les Belges apprennent qu'ils vont à l'île Dieu, ils disent « Ah, ben on va y aller », ils viennent à 42 personnes. Et là, pendant 8 jours, il a fallu que je rebalade les Belges. Et on a refait encore la Vendée de droite à gauche. En 2001, c'est la session botanique de notre société. Et là, j'accepte de conduire les congressistes, j'appelle ça des congressistes, des sessionnaires plutôt, je les conduis dans la région de Saint-Cyr-des-Gorges pour voir ma chérie, car à Saint-Cyr-des-Gorges j'ai une chérie, c'est Blabesia cantabrica, c'est l'une des grandes raretés de la flore vendéenne, car la flore vendéenne est formidablement bonne. Oh, il n'y a que 1500 et quelques plantes, mais si on comptait tout l'ouest, avec la Bretagne, on ne compterait que 1730 plantes en tout. Mais dans les 1730 de l'ouest, la Vendée, on compte quand même 1544 ou 43, peu importe. D'ailleurs, je vous dirais que ce chiffre-là, il faut le prendre comme il est, il est à titre indicatif, parce qu'au début ça devait être 1543, puis c'est passé à 1544, car monsieur le constructeur du livre avait fait l'addition, et il avait trouvé 1544, peu importe. Ce que j'ai fait, c'est qu'un bouquin qui est daté, et qui représente la flore de maintenant, quand il y en viendra d'autres, si c'est des Américaines ou des Sud-Américaines ou des Africaines qui viennent comme invasives, elles ont qu'à se débrouiller, moi c'est fini. Bon. Alors, la question m'a été demandée, madame, quels étaient vos documents? Alors j'ai commencé par Bonnier, cette petite flore où il n'y avait aucun caractère de famille, ni aucun caractère de genre, c'était un peu rudimentaire. J'avais, par bonheur, ma mère avait récupéré chez un vieux notaire la flore de Le Mahout et de Ken, qui datait du 19e siècle. Là, pas d'illustration, parce que les vrais botanistes, ils n'ont pas besoin de beaucoup de dessins, ils ont besoin de mots, car les mots ont une signification. Et là-dessus, nous sommes intransigeants. En 1950, j'ai d'occasion la flore de Lloyd, dont j'ai parlé, et alors un monument en 3 volumes, la flore de l'abbé Coste, chanoine de Rodez,
qui a fait dessiner avec une équipe de gens qui ont travaillé à la plume, qui ont travaillé pendant 6 ans sur les 4000 environ espèces sauvages de France. Et ça, c'est l'édition, moi j'avais l'édition Princesse, qui s'est bâtie entre 1900 et 1906. C'est un monument qui est devenu célèbre et que j'ai fait repiquer et dont vous trouverez 738 dessins environ. Et puis ma femme m'a payé la fleur de Fournier. Là, il y a des tout petits dessins, rikiki, mais il y a des mots, et c'est très complet, heureusement. Et les Belges, ils m'ont fait des cadeaux. Ils m'ont fait le cadeau de la flore de Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines. J'y fais souvent référence dans mon ouvrage. Je conseille ça à tout le monde. On appelle ça la flore bleue. Elle est encore en vente. Ils sont rendus à je ne sais pas combien d'éditions. Car j'estime que ce qui nous manque actuellement le plus en France, c'est d'avoir une nouvelle flore de France qui serait remise à jour et qui vaudrait les travaux de l'abbé Coste de 1906. Heureusement, il y a eu une parution qui m'a donné toute la liste de ce que j'avais à dire. C'est l'Atlas de Loire-Atlantique et de Vendée du professeur Dupont, Pierre, il a juste un an de moins que moi, on le connaît bien, il est retiré maintenant à Pessac, près de Bordeaux. Voilà les documents qui m'ont servi. Alors, d'autres questions. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme naturaliste? Alors là, j'ai eu le bonheur ou le culot de les rencontrer, parce que les jeunes, c'est ça. J'ai eu Charles Touroud, donc à l'école de Pétré. J'ai eu Émile Walter en Alsace. Celui-là, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai vu par correspondance pour les fougères. J'ai eu Paul Jovet du Muséum d'Histoire Naturelle. J'ai eu Joseph Charrier, pharmacien à la Châtaigneraie. J'ai eu Georges Durand, qui était naturaliste à Beautour, près de La Roche-sur-Yon, et qui a été un des plus grands collectionneurs d'insectes de France, et peut-être du monde, collectionneur d'oiseaux aussi. J'ai connu Émile Contré, avec ses 12 armoires d'échantillons. J'ai connu Boubi, naturaliste parisien, et j'ai connu Raymond Bernard Pierrot, qui était spécialiste des mousses, que j'ai jamais pu encaisser parce que c'est trop difficile. En somme, ça, c'est les principaux personnages. Alors, ils étaient marrants, parce qu'ils avaient tous des trucs pour être au plus près de la nature et consacrer le plus possible de temps à l'étude de la nature. Je vais vous dire des trucs. Par exemple, Charles Touroud, inspecteur de Luçon, son truc, lui, c'était de venir voir les primaires, faire un rapport, mais ce rapport, on le voyait que rarement écrit, car tout le temps d'inspection, il le passait dans le musée scolaire à déménager ce que les gosses avaient apporté, des herbiers, des petits nids, des fossiles, une vieille hache en pierre polie. Il savait tout, les pierres, les insectes. Paul Jovet, Paul Jovet, c'était le parigot. Alors lui, il avait un truc pour se consacrer à la nature. Lui, il avait décidé de ne pas avoir de bagnole. Et il habitait à Tismons, et tous les jours avec sa dame, il faisait le chemin en train
avec le panier, car il avait son bureau au Muséum d'Histoire Naturelle, il se fourrait la rue Buffon, et une fois enfermé dans le labo, il pique-niquait sur place dans le labo pour se consacrer entièrement à ses écrits, à ses théories. Un grand monsieur. C'était un ancien de la guerre 14, comme mon père. Joseph Charrier, lui, pharmacien à la Châtaigneraie, il avait un truc aussi pour se consacrer davantage à la nature. Comme il était pharmacien, il laissait la pharmacie à sa fille, qui était pharmacienne, et il disait « Je prends le train pour Mervan, et je reviens ce soir par le train. » Menteur! Il arrivait à Mervan, il cavalait constamment dans le bois, et le soir il faisait exprès de manquer le train de retour. Et il revenait à pied de Mervan à la Châtaigneraie, je crois qu'il y a 20 km. Et il ne revenait jamais par le même chemin, toujours par les champs et par les chemins. Et ce grand monsieur est mort en 63, je l'ai connu. Et c'est moi qui le baladais parce qu'il n'avait pas de voiture non plus. Comme beaucoup de naturalistes. À pied, c'est meilleur pour voir la nature. Georges Durand, lui, le naturaliste de Beautour, près de la Roche, il avait un autre truc. C'est que lui, comme il avait du pognon, il avait 9 fermes, je crois. Il avait du pognon, il avait embauché du monde. Ce qui fait qu'il avait un préparateur, un taxidermiste, il avait une cuisinière, et il avait Armand, le chauffeur, qui m'a emmené dans la Jube à 4 pour aller voir les propriétés de monsieur. Il était tellement poussé vers l'amour de la nature qu'il arrivait même à faire clôturer de barbelés les plantes protégées. Il m'a fait connaître son artésium, par exemple. Il m'a fait connaître aussi les drosera, qui sont dans le bas de la Roussière, chez Fanny, là, et Olivier. Il faisait clôturer. Quant à Émile Contré, lui, il avait un autre truc. Premier truc, c'était de ne pas s'embarrasser de femmes. Il est resté vieux garçon pour pouvoir se consacrer à la nature. Et c'était la journée entière quand il improvisait. Il fallait démarrer le matin avec un sandwich. Et il fallait continuer à chercher en grignotant le sandwich. Il n'y avait pas de sieste. Et il rentrait le soir complètement vanné. Ils avaient tous le truc. Quant à Raymond Bernard Pierrot, naturaliste des mousses et des lichens, lui, son truc, c'était le vélo, le camping et le pique-nique. Et c'est comme ça qu'il est devenu mon copain. Je change de feuille. Autre question. Avez-vous adhéré à des associations? Il y en a pas mal. Et à chaque fois, je crois bien que j'ai donné une cotisation. Société botanique du Centre-Ouest, qui fait une publication, heureusement, il y a 50 €, mais il y a un bulletin annuel de 600 pages. Il y a de quoi lire. J'ai adhéré au naturaliste vendéen, qui est basé à la chaîne Le Vicomte. J'ai adhéré à l'association de protection de la nature des Olonnes, avec Madame Grimaud. J'ai adhéré à Entrela, qui fait des paniers et de la botanique, ou de la cuisine, et pour qui je fais quelques articles de temps en temps. J'ai adhéré à Estuaire, qui protège
les embouchures du Perret. Et j'ai adhéré aussi à une petite société fondée par M. Bessonnat. C'était le centre d'études naturalistes du Talmondais, qu'on appelait l'Accent. Ça, c'est les associations. Il a fallu aussi accepter des nominations à des comités de gestion et des comités scientifiques pour les réserves naturelles. Une bien connue, c'est Saint-Denis-du-Perret, avec un conservateur qui est un copain, c'est Hugues Détouche. Souvent, les déplacements pour les réunions ont été faits à mes frais, car dans les comités de gestion et les comités scientifiques de réserve, on ne vous paye pas. Vous avez qu'à payer votre carburant, et en réponse, ils disent « Ah, mais oui, mais ça fait valoir votre association. » Merci quand même. Alors, Saint-Denis-du-Perret, en récompense, m'a fait inscrire à un truc qui est long à dire. C'est l'annuaire national des compétences de la conférence permanente des réserves naturelles de France. Atchoum! C'est long. Là, il a fallu aussi aller dans les comités à Nallier-Mouzeuil avec le conseil général. Je suis allé, bien que je ne sois pas titulaire d'un fusil, je suis allé à Choisy avec la réserve des chasseurs, qui eux ont eu une idée, c'est qu'ils m'ont fait tourner comme premier acteur d'un petit film qui passe en boucle à Choisy sur le Marin. Et puis je suis allé aussi dans une réserve, mais une seule fois, je ne sais pas pourquoi, ils en avaient marre de moi peut-être, je suis allé à Vix, dans l'île Charlois. Voilà pour les comités de réserve naturelle. Alors sur le terrain, c'est une autre question. Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Bon, j'étais souvent en liaison avec le Conservatoire botanique national de Brest, qui existe toujours, qui a compétence depuis les îles anglo-normandes jusqu'à la Sèvre-Niortaine. Plus au sud, il y a un autre conservatoire botanique qui est en train de prendre le titre de national, c'est le conservatoire d'Atlantique Sud, qui va descendre depuis Maran jusqu'à Bayonne. Bon, ça c'est le conservatoire. J'ai sorti souvent avec Dominique, qui est là, les Dominique, pour la Soulaire, pour le centre culturel de Talmont, pour le lycée nature de La Roche-sur-Yon, qui lui avait une petite spécialité, c'était d'aller voir les communaux, les zones inondables. Ça, j'aimais bien y aller. J'ai fait des petites sorties aussi pour le Virquec de Longeville. On m'a sollicité pour des causeries sur les algues, grâce à un copain qui s'appelle Guy Denis, qui habite à Maillé, dans le sud Vendée, et qui m'a fait connaître des tas d'algues. Il a fait un relevé, c'est pas dans mon bouquin, hein, parce que moi j'ai fait les phanérogames. Guy Denis a fait un relevé presque total des algues entre Bretignolles et l'Aiguillon. Environ 140 espèces d'algues. La Vendée aussi est très riche, mais malheureusement, on ne connaît pas de plantes protégées là-dedans, car la mer les emporte comme elle veut. J'ai fait aussi
2 ou 3 fois des causeries en forme de plaidoyer pour la défense des végétaux sauvages. Car il faut savoir que le sauvage nous est important. Ça, les gens l'oublient, ne serait-ce que pour l'oxygène que les végétaux vous donnent, y compris les algues. Les gens respirent, mais ils se demandent bien quelle est l'usine qui leur fait de l'oxygène. Ce sont les végétaux. Tous les végétaux chlorophylliens, y compris nos plantes sauvages, y compris les algues. Alors les sorties étaient au Marais, un peu Marais du Nord, avec les Belges surtout, beaucoup Marais Sud, avec Champagné par exemple, n'est-ce pas Lydie? Le bocage, mais je ne veux pas y retourner parce que j'ai mal au cœur de revoir mon pays. Des sorties sur la plaine, sur les coteaux de la Gripaudière par exemple, qui sont chers à mon cœur. Visite de la forêt, explication du gémage, comment on résinait, et puis ça m'a fait adhérer à la Société jardaise du patrimoine, car dans nos patrimoines, il y a nos plantes aussi, qui sont parues par des petits bulletins communaux, pas communaux, mais enfin locaux. Des sorties sur les dunes, des sorties sur des marées basses, beaucoup avec guidonie. Je change de feuille et je passe maintenant à mon bouquin. Je suis pas un peu trop lent là? Non. C'est un peu long. Qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin? Bien sûr, ceux qui l'ont acheté vont pouvoir répondre. Alors, ce bouquin, il y a 2 plantes par page, une en haut, une en bas. Il y a 413 pages, y compris les index. Le poids total est de 1,3 kg. C'est important. C'est un gros pavé. Alors, pour chaque plante, il y a en haut et à droite les dessins de l'abbé Coste. Une merveille, avec souvent les organes, parce que ce qui compte le plus, c'est la morphologie des plantes. C'est peut-être pas le parfum, enfin, il y a des indications quand même dans la diagnose, car à côté du dessin, il y a le numéro de Coste, il y a la description, toujours la même, qui a été scannée en entier, avec les répartitions dans le monde, les dates de floraison, quelquefois le nom français. En dessous des diagnoses, c'est-à-dire des descriptions, il y a la mise à jour de la nomenclature moderne. Car il faut savoir que la nomenclature, ça change avec les historiographes qui s'en occupent. Il y a d'abord la famille de plantes, pour chaque plante la famille. En dessous, il y a, quand c'est connu, les noms français, souvent imprégnés de régionalisme. En dessous, il y a le latin valide, car il faut accorder la validité aux dénominations les plus anciennes. C'est la loi d'antériorité. Tous les noms qui sont trop modernes sont repoussés dans une nouvelle rubrique que j'appelle le latin abandonné. LATA, latin abandonné.
Puis il y a en dessous, quand c'est connu, les noms connus de langage poitevine, vendéenne, saintongeaise. Et je remercie beaucoup monsieur l'éditeur qui a fait mettre tous les soins à reprendre tous ces noms, y compris dans l'index final, avec une typographie spéciale. C'est une merveille. Et puis après, il y a mes notes, sous le dessin. Alors dans ces notes, il y a quelquefois des plantes cousines, car il n'a pas été possible de scanner 1500 fois. On a scanné seulement les dessins de 738 plantes. Le reste, c'est ce que j'ai appelé des cousines. Il y en a qui disent ce sont des voisines. Moi, je n'ai pas voulu des voisines parce que je me disais que ça pourrait être interprété comme étant des plantes qui pousseraient à côté dans l'espace. Non. Moi, mes cousines plantes, c'est des cousines qui sont pas loin dans la classification. Et puis dans ces notes, j'ai voulu aussi égayer un peu la science. Alors là, je me suis éclaté. Je me suis dit, je vais mettre ce qui n'est jamais dans les flores. Quelquefois, quand même, je note des lieux, mais des lieux de Vendée, très souvent, mon jardin, des lieux dits, des consistances de terrain, des précisions, des itinéraires même, des précisions qui ont étonné beaucoup de gens. Par exemple, il y a une plante entre Telmont et Avrier, elle était au poteau numéro 57 des télécoms. Je l'ai mis là-dedans. Maintenant, malheureusement, les poteaux ont été enlevés. Mais la plante reste toujours. Alors très souvent, je regrette, mais les lieux, c'est souvent la Pointe du Perret, c'est souvent Jard, Saint-Vincent, Longeville, Telmont, la zone du Paty chez M. Berthomé, à qui je demande de respecter scrupuleusement les vieilles carrières du Paty. C'est une réserve formidable. Je cite souvent Chavagnères-Doux, où je suis né en 1923. On trouvera dans ces notes des géologies locales, les quartzites, qu'on appelle aussi grès breton, de Chéfort, Mouilleron, et même un petit peu la Châtaigneraie. On trouvera, monsieur le géologue, on trouvera les diorites. C'était le nom employé par les carriers qui faisaient la pierre bleue qu'on appelle métabasalte. On trouvera le Horst de Mervan, un bloc soulevé, Mervan, Vouvant, avec des gneiss, avec un soulèvement de lentilles de calcaire, du nez, par exemple. Je dois citer le nez là-dedans. On apprendra aussi des micro-altitudes, distinguer la différence dans les marais littoraux entre la slick, qui reçoit de l'eau tous les jours, et le chor ou présalé, qui lui ne reçoit de l'eau salée que les grandes marées. On trouvera un petit peu de phytosociologie. Je voudrais bien parler à notre grand phytosociologue, qui doit être derrière, par là-bas, qui vous dira que les plantes, elles poussent quelquefois avec des copines. Exemple, le frankénia avec un limonium, le jonc de Gérard avec un carex divisa,
un jonc bulbeux qui va être copain avec un carex puce, couleur puce. Une petite chanterelle, ça c'est pour les gars des champignons. Les petites chanterelles, Cantarellus. Sous les ajoncs, on dirait que c'est un copinage. Des pieds bleus, sous les cupressus, c'est des petits secrets. Je dis pas mes endroits. On trouvera même des jouets pour les enfants. Exemple, comment faire une pétoire avec du sureau. On prend un bout de tronc, on enlève la moelle avec un bout de fil de fer, on polit le trou avec une ronce, on fait un piston en bois dur, on fait du papier mâché pour faire des projectiles, et paf, on va tuer tous les copains avec. On fait aussi des projectiles avec la feuille d'iris, en faisant des petites lames de chaque côté, on tire dessus, paf, la feuille d'iris qui s'envole. Il y aura les hélicoptères des érables, ça c'est bien connu. On verra aussi des petites confidences qui m'ont été faites par des disparus. Il y avait Gaston Denis, autrefois, à Jarre, qui m'avait appris un petit sifflet avec le fruit sec du compagnon blanc, du silène vulgaire. On trouvera même un petit peu de médecine dans mon bouquin. Oh, c'est pas grand-chose. Mais les pharmaciens pourront y trouver les toxicités. Pas tout le temps, mais souvent. On va trouver, par exemple, comment enlever une saleté dans l'œil avec le pétiole d'une feuille de lierre. On va trouver le grand danger d'avoir chez soi l'ambroisie. L'ambroisie qui colle des allergies. J'en ai fait détruire encore rue Robin cette année. Car le produit contre les prétendues mauvaises herbes n'avait pas tué l'ambroisie. Faudra le faire, que je la fasse voir aux employés municipaux. On trouvera comment le meunier, oh les meuniers, ils avaient une mauvaise réputation, il paraît qu'ils étaient coureurs de filles. Figurez-vous qu'avec les hommes, ils allaient porter de la farine et ils revenaient en chargement avec du blé. Mais ils avaient chez eux des plantes médicinales autour du moulin. Autour du moulin de Pierre-Brune, par exemple, il y avait l'hellebore, pour laquelle on faisait des abcès de fixation. On faisait des petites coupures dans la peau, on glissait un bout d'hellebore en dessous, ça pourrissait, et on avait fixé le mal. C'était des cétons. On apprendra dans mon bouquin comment faire passer des verrues. On cueille cette petite feuille où il y a des verrues dessus, des feuilles d'osier ou des trucs comme ça, on frotte, on le dit à personne. Et pendant 8 jours d'attente, et au bout de 8 jours d'attente, les verrues sont parties. C'est rigolo. On lave les bébés avec la saponnaire. On trouvera aussi les comestibles. Pas tout le temps, mais on en trouvera. On va trouver par exemple les ornithogales qui ressemblent à des aspergettes. On trouvera des kénopodes qui ressemblent aux épinards. On trouvera le pissenlit, à condition qu'il ne soit pas pris dans les dunes, parce que dans les dunes, il a des graines rouges. Et puis il est dur comme une peau de chien. Alors ne prenez pas de pissenlit dans les dunes. Allez plutôt dans le bocage, c'est meilleur. On trouvera des fausses roquettes mélangées avec des salades de patates, c'est merveilleux. On trouvera peut-être la meilleure des salades, c'est le mouron des oiseaux. Ça ne fait pas mourir. Bien au contraire, c'est une stellaire. On trouvera à peine, mais un petit peu, la formule de la trouspinette. On trouvera aussi des souvenirs
Et des anecdotes. Si j'ai le temps, je vous en raconte quelques-unes. Exemple, il y a l'histoire d'un gars que je connais, je ne veux pas citer son nom, il avait une belle pelouse blanche, et dans sa pelouse, une pelouse verte, et il plante malheureusement un peuplier de Hollande, Populus alba. Très bien. Mais au bout d'un certain temps, il s'aperçoit qu'il y a tout un tas de petits bébés qui poussent tout le tour. Ce sont des rejets qui sont venus par racine. Sa pelouse est foutue. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de tout labourer. Il dit maintenant je vais me venger. Il se venge. Pourtant on disait mon peuplier était gratuit. Mais maintenant je vais faire une haie gratuitement. Et sans que je lui dise, il s'en va chercher la mauve royale qui pousse en bordure de dunes. Gratuit. Il dit j'ai fait une haie. Ah, ça m'a fait des arbustes formidables. Il n'avait simplement pas su que c'était une plante buissonnière. La première année des feuilles, la deuxième année des fleurs, et à l'automne des bouts de bâton sec. Il n'y avait plus rien. Ça, c'est une anecdote vécue. Une autre anecdote, vous trouverez l'histoire. Ah bon? C'est bien aimable, mon gars. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait baisser. On trouvera l'histoire de mon grand-père, qui était sabotier, et qui utilisait de l'aune, Aenus glutinosa. Il faisait des sabots de frêne pour le travail et des sabots d'aulne pour le dimanche. C'était plus léger. Et un jour, comme il abattait lui-même ses aulnes, il se dit, je vais faire ma charpente de maison, gratuitement. Il refait ses charpentes. Et au bout de 10 ans, ses charpentes étaient pourries. Car il ne savait pas, le pauvre bonhomme, il est mort en 1937, il ne savait pas que l'aulne ne se conserve que dans l'eau. Ça, c'est de la botanique aussi. Vous trouverez, comme petite anecdote, des expériences de greffe. Il y a un copain, par exemple, à Jacques, on peut dire son nom, c'est Arrivé. Arrivé et moi, un jour, on a l'idée de greffer un néflier sur de l'aubépine. Eh bien, on a gagné, on a réussi. Ça, c'est anecdotique. Vous découvrirez, alors là, je vais être mal poli, vous découvrirez comment, grâce à une fonction naturelle, on peut découvrir une plante protégée. Vous êtes là debout, contre un buisson, et vous n'avez pas d'autre à faire pendant que la fonction naturelle s'écoule. Vous n'avez pas d'autre à faire que de regarder la nature. Et tout à coup, qu'est-ce que vous voyez? Anogramma leptophylla, plante protégée. Vous avez simplement fait pipi. Vous trouverez l'anecdote d'un cultivateur qui est venu me voir parce que son terrain était envahi d'une nouvelle plante, il ne savait pas ce que c'était. C'était tout simplement un cultivateur qui avait démoli sa haie, où il avait pris de la terre avec des racines de ficaria, et la racine de ficaria était devenue indestructible à la place de ces plantes cultivées. Vous trouverez l'anecdote des petits-enfants de mon village qui venaient toujours au mois de mai porter Stellaria holostea à la statue de la Vierge. Ça, c'est anecdotique, mais c'est vrai. Vous trouverez l'anecdote des allumettes de contrebande fabriquées par mon père. Lui, il faisait ça avec de la bourdaine.
frangula en latin. Alors lui, il prenait des bouts de 20 cm, il fendait en long, des bouts bien secs, il faisait des petits fagots. Dans une gamelle, une boîte de sardines, il chauffait, il ramollissait du soufre, il trempait son fagot de bourdaine dans le soufre fondu, il retournait le fagot, il y avait du soufre debout, et il avait un bout de feu, ce qui faisait qu'il pouvait transporter le feu d'un feu à un autre feu. Ça, c'était mon père, celui qui était à Verdun. Vous trouverez l'anecdote des gens qui veulent changer de sexe. Comment faire, pas difficile, pour changer une fille en garçon ou un garçon en fille? Vous lui faites manger 12 fruits de cornes, de Sorbus domestica, mangez 12 cornes vertes, pas mûres, une livre de filasse et 500 grammes de beurre. Et là, vous avez un changement de sexe. Et vous trouverez la meilleure des anecdotes, celle que je préfère, c'est l'anecdote d'une fille de cultivateur qui voulait se marier, qui fréquentait un jeune homme pas connu dans la commune, et voulait pas se marier, mais elle ne voulait pas se marier avec un train de savate. Alors, elle ne savait pas comment faire, elle ne pouvait pas dire à ses parents qu'elle avait un copain, alors elle va se confier à sa grand-mère. Et sa grand-mère lui dit, mais le gars là, tu fréquentes un gars, mais est-ce qu'il est riche? Ah, est-ce qu'il est propriétaire? Ben écoute donc, ma fille, tu sais pas, mais tu lui demanderas la prochaine fois quand tu diras. Tu demanderas s'il est propriétaire. Et tu